Chapitre 11. 3 jours plus tard, Morgan accostait pour la première fois sur l'île des prêtres, Inis Withrin, l'île de verre, que le peuple de Grande-Bretagne appelait Glastonbury. À la veille du couronnement, il y régnait partout une grande effervescence. Tels d'innombrables champignons de couleur, des tentes avaient poussé, çà et là, sur l'immense terre-plein face à l'église. Dans les airs, retentissait sans interruption le carillon des cloches, s'interpellant gaiement à travers l'île. Arthur était là, au milieu de la foule, allant de l'un à l'autre, entouré de ses parents adoptifs, Hectorius et Flavilla, et de nombreux invités, dont les somptueuses parures laissaient supposer le rang. Sur le conseil de Viviane, Morgane avait abandonné la robe bleue traditionnelle des prêtresses d'Avalon et sa tunique de peau pour une simple robe de laine noire et un voile blanc. Ainsi vêtue, elle ressemblait à s'y méprendre aux nonnes du couvent proche de la grande église. À plusieurs reprises d'ailleurs, on la prit pour l'une d'elles, mais elle jugea plus sage de ne détromper personne. Laissant Arthur en compagnie de ses nombreux solliciteurs, au premier rang desquels figuraient le roi des Orcades et le roi des Galles du Nord, sans compter bien sûr les prêtres, Morgane partit à la recherche de sa mère, dont on lui avait signalé l'arrivée. « Hygerne, quelle joie vais-je éprouver à la retrouver. Ne nous a-t-elle pas laissé partir tous les deux, moi, l'enfant d'un premier mariage sans bonheur, et lui, le fils très aimé d'une seconde union? Comment est-elle aujourd'hui? La reconnaîtrai-je seulement? » Mais, en l'apercevant soudain dans la foule, elle sut tout de suite qu'elle n'avait en fait jamais oublié son beau visage, à peine marqué par le temps, ni sa voix chaude, ni ses bras blancs, dans lesquels elle se laissa tomber en tâchant de cacher son émotion. « Morgane, mon enfant chéri, enfin! Mon Dieu, vous voici devenue une femme? Où est donc la petite fille que j'avais perdue depuis si longtemps? Mais comme vous semblez lasse. Dites-moi, qu'est ceci sur votre front? Interrogea-t-elle en désignant le petit croissant bleu. Est-ce donc là la marque du peuple des fées? Ignoriez-vous que je suis prêtresse d'Avalon? Répondit Morgane presque provocante. Oui, le signe que vous voyez est celui de la déesse, et je suis fière de le porter. Il serait peut-être plus sage de le dissimuler sous votre voile, car vous allez offenser l'abbesse, chez qui nous devons loger ce soir. Si l'abbesse venait à Avalon, cacherait-elle sa croix par crainte d'offenser la dame du lac? Songea Morgane. Mais, par déférence pour sa mère, elle dit seulement: Nous nous retrouvons à peine, mère, et je m'en voudrais de vous chagriner. Je crois cependant plus convenable pour moi de dormir ailleurs que dans un couvent. De plus, ce perpétuel carillon des cloches me glace le sang, je l'avoue. Faites comme vous l'entendez, mon enfant, répondit Hygerne. Le mieux serait sans doute que vous logiez durant les 3 jours du couronnement avec ma sœur Morgause, la reine des Orcades. Tenez, la voici justement qui vient vers nous. Morgause avait le même port royal que sa sœur, les mêmes cheveux couleur cuivre, haut nattés sur le front, la même façon de se parer de couleurs vives et de bijoux étincelants. Elle courut vers la jeune fille et l'embrassa avec effusion, s'étonnant elle aussi de la retrouver prêtresse et transformée à ce point. « Parlez-moi de Viviane maintenant, » dit-elle, les yeux brillants de curiosité. Tant de rumeurs courent ici sur la dame du lac. On dit que c'est grâce à son intervention qu'Arthur se retrouve aujourd'hui sur le trône. Serez-vous désormais sa conseillère, Morgane, comme Viviane a été autrefois la conseillère d'Uther? Mon frère n'a nul besoin de conseillère, sourit Morgane. Il ne fera que ce que lui dictera sa conscience. En cela, il se montrera le digne fils d'Uther. À ces mots, les yeux d'Hygerne s'embuèrent de larmes, et Morgane ne put réprimer un petit geste d'impatience.
Aussi loin que remontaient ses souvenirs, sa mère n'avait en effet eu de pensée que pour Uther. Uther tenait une telle place dans son cœur qu'elle en avait éliminé tout ce qui n'était pas lui, à commencer par ses enfants. Ainsi même mort, elle ne pensait toujours qu'à lui. « Et vos fils, Morgause ?» interrogea-t-elle pour faire diversion. « Les plus jeunes sont restés avec mes femmes, mais l'aîné s'apprête à jurer fidélité au nouveau roi, » expliqua fièrement Morgause. « Si Arthur mourait au combat, savez-vous que Gawain serait l'héritier le plus proche ? À moins que... Vous, Morgane, n'ayez déjà un fils ? » ?»« Non, je n'ai pas d'enfant. » Elle ne voulut en dire davantage. Comment avouer en effet à Hygerne que sa fille avait incarné la déesse dans les bras de son fils au dernier feu de Beltane ? Soudain, une vague d'angoisse submergea Morgane. La lune, il est vrai, avait décru, s'était remplie, avait décru à nouveau, et pourtant aucun signe tangible de son cycle menstruel ne s'était manifesté. Elle avait d'abord pensé que c'était là un effet de la fatigue qui avait suivi la cérémonie. Mais maintenant, ne fallait-il pas y voir, beaucoup plus simplement, le résultat du rituel de Beltane ? Quelle inconscience, quel orgueil insensé d'avoir imaginé pouvoir échapper aux conséquences naturelles de cette célébration de la fécondité, de la fertilité. Elle en avait tant vu pourtant de ces jeunes prêtresses, malades d'abord des feux de Beltane, pâlir, puis s'arrondir doucement, tandis que mûrissait le fruit qu'elles avaient conçu. Or, pas une fois avant ce jour, il ne lui était venu à l'esprit que pareille situation allait lui arriver. Il lui fallait donc agir aussi vite que possible. Sinon, au milieu de l'hiver, elle donnerait un fils à son frère, un fils au fils de sa propre mère. Si Hygerne apprenait la chose, elle la chasserait définitivement de son cœur. Quant à Arthur, il ne devait rien savoir non plus. Son propre fardeau était déjà suffisamment lourd à porter. Mais que faire ? Ici, elle n'avait à sa disposition aucune des herbes et des racines d'Avalon. Émergeant d'une brume floconneuse, la voix de Morgause la rappela à la réalité immédiate. « J'ai peu de goût pour les cloches et les prières, » disait la reine des Orcades. « Je préfère retourner auprès de mes enfants. Morgane, je vous trouve l'air bien fatiguée. Venez dormir sous mes tentes, si vous souhaitez être fraîche et dispose pour le couronnement d'Arthur. » « Pour ma part, je me rendrai à l'office de midi, » précisa Hygerne. « Après le couronnement, je chercherai refuge et tranquillité dans le couvent de Tintagel, en Cornouailles. Mon fils m'a demandé de rester à ses côtés, mais je pense qu'il aura bientôt une reine, et que ma présence deviendra inutile. » De nombreuses voix s'élevèrent aussitôt en faveur d'un rapide mariage du nouveau roi. Mais quel souverain aurait-il l'honneur de lui donner une fille en mariage ? Tout en l'entraînant d'un pas rapide vers les tentes où s'étaient établis les monarques des divers royaumes de Grande-Bretagne pour la durée des cérémonies, Morgause racontait à Morgane sa vie, du ton volubile qui était toujours le sien. « Oui, le mariage me convient. Je suis heureuse d'être reine, et mon époux est bon pour moi. C'est un guerrier du Nord, et, contrairement aux Romains bien naïfs, lui n'a pas honte de demander conseil à sa femme. Pour ma part, je l'avoue, je suis très ambitieuse. Lot m'écoute, et tout se déroule normalement sur nos terres. Seuls les prêtres s'indignent de mon comportement, car je ne reste pas assise toute la journée à tisser ou à filer. Lot, d'ailleurs, qui en pense pourtant peu de bien, ne les a que trop tolérés ces derniers temps. Une terre gouvernée par des prêtres est une terre menacée de tyrannie. J'espère qu'Arthur, pour sa part, décèlera davantage le danger. Les peuples de Lot sont chrétiens pour la plupart, mais au fond, ils se soucient peu du visage de leur Dieu, pourvu que les moissons soient généreuses et le ventre de leurs femmes accueillant et fécond. Arthur vient justement de jurer fidélité à Avalon,
et Viviane lui a confié l'épée des druides, commenta Morgane, qui, se sentant tout à coup prise de faiblesse, se raccrocha au bras de sa sœur. « Qu'avez-vous, Morgane? Vous êtes toute pâle. » « Entre nous, me croyez-vous assez naïve, moi qui ai porté 4 fils, pour ne pas reconnaître au premier coup d'œil une femme enceinte? C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Vous n'êtes plus si jeune pour avoir un premier enfant. » Morgane ne répondit pas. En même temps que le frisson accompagnant toute prophétie, la double image d'un prêtre élevant la coupe des mystères devant l'autel du Christ et Lancelot agenouillé, le visage illuminé, venait de traverser son esprit. Elle secoua la tête et expira profondément pour se débarrasser de cette vision, se demandant pourquoi le don se manifestait alors qu'elle n'avait nullement fait appel à lui. Vint enfin le jour du couronnement. Un soleil joyeux réchauffait la foule immense accourue des régions les plus lointaines de Grande-Bretagne pour glorifier son haut roi officiellement consacré sur l'île des prêtres. Tous étaient là, le petit peuple des cavernes à la peau sombre et ceux des tribus, élancés, roux et barbus, vêtus de peaux de bêtes ou de tissus multicolores à grands carreaux. Tous, jusqu'aux Romains et aux Angles, étaient venus pour renouveler avec ferveur leur serment d'allégeance. Morgane occupait une place privilégiée, aux côtés d'Igerne, de Morgause et de la famille d'Hectorius. Alors que le roi des Orcades multipliait les marques de prévenance à son égard, elle remarqua cependant son regard dur, un peu amer. Lot, à n'en pas douter, avait tout fait pour empêcher cet instant. Mais maintenant que son fils Gauvin allait être proclamé plus proche héritier d'Arthur, serait-il enfin satisfait et cesserait-il d'intriguer pour saper l'autorité du nouveau roi? Détournant son regard de lui, et concluant qu'elle ne l'aimait guère, elle observa l'assistance. Autour d'elle, le bruit et l'agitation avaient enfin fait place au silence, et, les coteaux entourant l'église, comme sur le grand terre-plein lui faisant face, toutes les têtes étaient maintenant immobiles, tournées vers le prêtre, qui déjà posait solennellement sur la tête du jeune roi le cercle d'or, ciselé, qui avant lui avait couronné Uther, à la suite d'Ambrosius. C'est alors qu'Arthur, tel un héros de légende, éleva lentement vers le ciel la lourde épée, à plat sur ses 2 paumes ouvertes, prononçant d'une voix forte et ferme les paroles sacrées. À tout le peuple de Grande-Bretagne, voici mon épée, pour sa protection, et mes mains pour défendre la justice. L'assemblée tout entière mit un genou à terre, et la cérémonie s'acheva dans l'allégresse et la dévotion générale. Ses conseillers officiels, Merlin et l'évêque de Glastonbury, entouraient le haut roi. Quelle habileté, songea Morgane. S'assurer à la fois l'un et l'autre concours augure bien de son avenir. Je vous apporte l'hommage d'Avalon, Seigneur Arthur, et celui de tous les serviteurs de la déesse, dit-elle, s'étant approchée de lui pour les félicitations d'usage. Du fond de mon cœur, soyez-en remerciée, ma chère sœur, répondit Arthur, avec un regard qui s'adressait si précisément à la femme et à l'amante que Morgane en fut toute remuée. Mais c'était maintenant le tour de tous les invités de venir s'incliner devant le nouveau monarque. Le roi des Orcades était le premier d'entre eux. « Lot, jurez-vous de protéger vos rivages contre les hordes du Nord et de venir à ma rescousse si nos côtes sont menacées ?» demanda Arthur. « Oui, monseigneur, je le jure. » Puis, faisant passer devant lui un jeune homme qui s'était agenouillé à ses côtés, il ajouta: « Permettez-moi de vous présenter ce jeune chevalier, mon fils Gauvin. Je vous demande respectueusement de bien vouloir l'accueillir parmi vos compagnons. » Très grand, fortement charpenté, Gauvin était un homme de belle prestance et à l'abondante chevelure rousse. À peine plus âgé qu'Arthur, il avait déjà la stature d'un géant.
Sois le bienvenu parmi nous, cousin, l'accueillit gaiement Arthur. Tu seras le premier de mes compagnons, et, j'ose l'espérer, l'ami et le frère de mes plus chers amis. Voici Lancelot, Kay, Bédouir. Tout au long du jour, une file ininterrompue de vassaux, grands ou petits, se pressa pour venir rendre hommage et jurer fidélité au monarque suprême. Le roi Pélinore, seigneur du pays des lacs, l'un des derniers à se présenter, demanda, comme il se faisait tard, l'autorisation de quitter sur-le-champ les festivités. « Je viens de recevoir des nouvelles alarmantes de mon royaume, dit-il. Un dragon y fait des ravages, et j'ai juré sa mort. Un roi se doit avant tout à son peuple, acquiesça le haut roi, en lui tendant un anneau d'or. Allez, je ne vous retiens pas, mais surtout, ne manquez pas, quand vous l'aurez tué, de m'apporter sa tête. » La cérémonie s'achevant, on se regroupa alors autour d'Arthur. Merlin, les membres les plus âgés de l'ancien conseil d'Uther, ses compagnons, qui ne devaient plus le quitter, Gauvin le Grand, Kay, aussi sombre qu'un Romain, avec son nez en bec d'aigle et sa disgracieuse cicatrice lui déformant la bouche, Lancelot, le beau Lancelot, le regard fier et lointain. Tous étaient présents. « Morgane, interrogea Morgause, quel est ce chevalier entre Kay et Gauvin, vêtu de cramoisi ? » Votre neveu, souffla Morgane. Galahad, le fils de Viviane, qu'on appelle maintenant Lancelot. Qui aurait cru Viviane capable de mettre au monde un second fils si beau ? Chuchota Morgause à son tour, sans la moindre aménité. L'aîné Balan est loin de l'égaler. Petit et râblé, il ressemble à sa mère. Moi, je trouve Viviane très belle. Ma chère, on voit que vous avez été élevée à Avalon, ironisa Morgause. Avalon est si loin, plus loin encore que le plus reculé des couvents de notre terre. Vous semblez ignorer que les hommes préfèrent les femmes avant tout séduisantes. La beauté n'est pas la première qualité d'une épouse, intervint sagement Igerne. Morgane haussa les épaules, souriant intérieurement des idées pour le moins étroites que la plupart de ses pareils se faisaient de l'amour et de la vertu. Pour les chrétiennes, par exemple, venait en premier la chasteté, alors qu'à Avalon, la plus haute vertu consistait à offrir son corps au dieu ou à la déesse, en totale communion avec la nature. Ce qui donc était vertu pour les uns n'était que péché pour les autres, chacun étant profondément convaincu d'avoir raison. Mais elle remit à plus tard ses réflexions intimes, car Arthur s'approchait avec Lancelot et Gauvin, qui les dominaient de son abondante chevelure rousse. Ils s'assirent auprès d'elle, et se mirent à deviser de choses et d'autres, tout en grignotant de la pâte d'amande. Puis, Arthur, l'air sérieux, prit la parole. « Mère, songez-vous à vous remarier ? Je connais un roi très riche et le plus aimable du monde. Il est veuf et serait certainement comblé de trouver une épouse aussi bonne que vous. C'est Urien, le roi des Galles du Nord. Mon fils, je vous remercie de vous soucier ainsi de moi, répondit Igerne avec douceur. Mais après avoir été l'épouse du haut roi, je ne peux accepter de devenir celle de l'un de ses vassaux. Et puis, j'ai tant aimé votre père qu'il restera toujours irremplaçable dans mon cœur. Je comprends et respecte vos sentiments, ma mère, mais votre solitude à venir m'effraie. Dans un couvent, mon fils, je serai très entourée. Dieu m'aidera aussi. Et vous, mon beau neveu, interrompit Morgause, s'adressant à Lancelot avec un sourire narquois. Avez-vous trouvé femme à votre convenance ? Non, pas encore, madame. Mon père, le roi Ban, aimerait beaucoup me voir mariée, mais désormais, je ne songe qu'à suivre notre haut roi et à bien le servir. Mes amis, mes fidèles compagnons, s'exclama Arthur en riant aux éclats, que nos ennemis tremblent. Avec vous, je serai invincible.
Arthur, regardez comme Caï semble triste, fit remarquer Igerne en baissant la voix. Caï en effet ne disait rien, et Morgane se demanda s'il n'était pas un peu jaloux. Avoir si longtemps considéré Arthur comme le fils adoptif de son père, puis voir brusquement celui-ci devenir haut roi, choyé et adulé par de nouveaux amis, n'était-ce pas là une cruelle épreuve pour un être physiquement déjà si défavorisé par le sort? « Amis, clama Arthur, dès que la Grande-Bretagne sera en paix, je trouverai femme et fief pour chacun d'entre vous. Quant à toi, Caï, tu resteras dès à présent à mes côtés, et tu seras mon chambellan. »« Mais je ne demande rien, mon frère. Pardonnez-moi, mon roi, » protesta Caï en bredouillant. « Caï, je suis avant tout ton frère. Garde-moi, je te prie, et cette appellation est ton affection. Elle m'importe plus que toute autre chose, » ajouta-t-il en embrassant son frère adoptif. « Je suppose, » reprit Igerne, en s'adressant à son fils, « que l'on vous a également donné aujourd'hui conseil sur l'urgente nécessité de vous marier. »« Vous dites vrai, ma mère, et j'imagine que nombre de rois rêvent déjà de m'offrir leur fille. Mais n'ayant guère en la matière d'expérience, je compte à ce propos demander conseil à Merlin, » répondit-il, cherchant du regard Morgane, qui se sentit soudain très vulnérable. « Mon roi, nous vous trouverons la plus belle femme du royaume, la mieux née aussi, » chantonna Lancelot, « et la plus richement dotée, » ajouta Caï. « Grâce à vous, » plaisanta Arthur, « nul doute que je ne devienne bientôt aussi bien marié que couronné. » Mais vous ne dites rien, Morgane. Faudra-t-il aussi vous chercher un mari, ou serez-vous un jour l'une des suivantes de ma reine ? Je vous remercie, monseigneur, mais je suis heureuse à Avalon. Ne vous donnez aucune peine pour moi. Libre à vous, ma chère sœur. J'encourrai donc résolument les sarcasmes de sa sainteté l'archevêque, pour qui toutes les femmes d'Avalon ne sont qu'affreuses sorcières et véritables harpies. Mais n'ayez crainte, je résisterai hardiment, conclut-il, un indéchiffrable sourire aux lèvres. La nuit était venue. Arthur se leva, et, après s'être courtoisement incliné devant sa mère, et avoir déposé un très léger baiser sur la joue de Morgane, il se retira, accompagné de Caï. Morgane, épuisée, rejoignit la tente de Morgause. Elle aurait volontiers sombré dans le sommeil, mais dut écouter poliment un long discours de Lot sur la tactique militaire d'Arthur. C'était, paraît-il, la grande idée du nouveau roi, combattre à cheval les Saxons, dont la plupart étaient peu ou mal entraînés à guerroyer. Les cavaliers ont toujours eu l'avantage sur les fantassins, expliquait Lot. L'armée romaine, d'ailleurs, a remporté ses plus grandes victoires grâce à la cavalerie. Mais Morgane n'écoutait plus. En elle vibrait seule la voix de Lancelot. Lui aussi lui avait exposé avec passion ses idées sur l'art de la guerre. Si Arthur partageait son enthousiasme pour les chevaux, et s'il acceptait de créer une cavalerie, nul doute que les envahisseurs seraient rapidement expulsés de la Grande-Bretagne. Si Arthur savait brandir haut l'épée magique d'Avalon et instaurer rapidement la paix, alors son règne serait heureux et béni. La déesse pourrait régner à nouveau sur cette terre, à la place de ce nouveau Dieu mort des chrétiens, avec toutes ses souffrances et ses châtiments. Morgane sursauta brutalement. Morgause venait de la secouer, lui conseillant d'aller rapidement prendre un peu de repos, avec l'aide d'une de ses servantes. « Vous dormez à moitié sur votre tabouret, et vous avez une mine atroce, » lui dit-elle. « Ménagez-vous, je vous en prie. »